Donc je vais vous faire part d'un certain nombre de réflexions qui sont issues d'un groupe de travail du Conseil de l'Europe que j'anime depuis un certain nombre d'années et qui est consacré donc aux questions relatives à l'accueil linguistique des adultes migrants. Évidemment, la situation est très différente en Europe par rapport à la tradition au Japon et dans des pays voisins, dans la mesure où l'Europe a une très longue histoire de mouvements migratoires. Le phénomène nouveau est que des pays européens qui étaient traditionnellement des pays d'où partaient les migrations sont devenus aussi désormais des pays où l'immigration arrive. C'est en particulier le cas de l'Italie, qui a été un pays de départ migratoire et qui est devenu désormais un pays d'accueil. Pendant longtemps, aucune disposition n'a été prise pour recevoir ces nouveaux arrivants. Ça a été le cas de mon père, par exemple, qui est un Italien. Je suis moi-même fils de migrant, mais on ne lui a pas demandé d'apprendre le français, et à moi non plus d'ailleurs. Donc la question qui se pose, que je voudrais poser pour commencer, est que le problème n'est pas seulement celui de l'apprentissage de la langue du pays d'accueil. S'il y a une idée à retenir, je pense que c'est celle-là. Le problème de ce qu'on appelle l'intégration linguistique des adultes migrants ne se réduit pas à l'acquisition de la langue du pays d'accueil. Ça suppose qu'on ait défini intégration et qu'on ait défini intégration linguistique. Une définition possible d'intégration est qu'on attend ou on s'attend à ce que les migrants ne se distinguent pas des locuteurs natifs, qu'ils soient comme des natifs, que par exemple ils ne présentent plus de fossilisation, comme on l'a dit ce matin, qu'ils n'aient pas d'accent. Et donc on peut attendre des adultes migrants qu'ils fassent la preuve d'une maîtrise importante de la langue, parce que cette maîtrise est le signe de leur loyauté. Cette maîtrise est leur signe de leur appartenance à une communauté qui n'est pas simplement une appartenance linguistique, mais qui est le signe d'une adhésion à une communauté. Donc être intégré signifie disparaître en tant qu'on est différent. C'est une conception, évidemment, qui n'est pas nécessairement celle des migrants, qui est la conception d'une partie de l'opinion publique des pays d'accueil, qui veulent de cette manière faire en sorte que les migrants deviennent semblables à nous-mêmes. Un migrant intégré est un migrant qu'on ne voit plus, en quelque sorte. Cette position n'est évidemment pas celle de beaucoup d'organisations intergouvernementales et d'autres d'organisations nationales aussi, qui est que l'intégration doit se penser en relation avec le répertoire linguistique des migrants. Les adultes migrants ont à leur disposition des langues, une langue, plusieurs langues, et l'intégration linguistique a pour effet de réorganiser le répertoire. L'intégration linguistique, c'est une forme de réorganisation du répertoire individuel.
Évidemment, c'est une réorganisation qui ne se fait pas dans les mêmes conditions que quand on apprend une langue comme langue étrangère à l'école. Puisque, dans le cas présent, le migrant n'a pas le choix. Donc il est obligé de penser certaines formes de réorganisation du répertoire. Ces réorganisations peuvent prendre plusieurs formes qui vont commander des formes de comportement linguistique différents. La première forme, c'est ce qu'on peut appeler une faible intégration des langues du répertoire. C'est-à-dire que les ressources du répertoire de la personne migrante sont inégales, et en particulier, elles ne lui permettent pas de gérer les situations de communication dans la langue majoritaire, de la gérer sans effort excessif. Et on sait bien que pour les migrants, il ne s'agit pas seulement d'effort, mais il s'agit même souvent de souffrance. De souffrance à dire et à communiquer dans la langue du pays d'accueil. Cette situation de répertoire inapproprié, qui est vécue comme telle par les adultes migrants, conduit premièrement à l'autocensure, c'est-à-dire que les personnes migrantes ne font pas certaines actions sociales qu'elles pourraient faire parce qu'elles n'ont pas la compétence langagière pour le faire. Cette situation implique la bienveillance des locuteurs de la langue du pays d'accueil. Elle implique la nécessité d'une écoute particulière, la nécessité d'accompagner les locuteurs. Elle implique aussi indirectement des attitudes qui peuvent être des attitudes de rejet majeur de la part de la société d'accueil. Ces adultes migrants ont une compétence dans la langue du pays d'accueil qui n'est pas satisfaisante pour eux-mêmes et peut-être dans leur communication avec les locuteurs natifs. Et donc c'est aussi une marque qui conduit à la marginalisation, évidemment. Bon, donc ça, le répertoire est vécu de manière difficile de part et d'autre, en quelque sorte. Cette situation peut rester ainsi, elle peut ne pas bouger, elle peut évoluer. Une autre forme d'évolution, donc une deuxième forme de réorganisation, est que les adultes migrants acquièrent une certaine efficacité de communication dans la langue de la société d'accueil. Qu'elle devient à peu près efficace pour gérer la plupart des situations de communication sociale, professionnelle et personnelle. Dans ce cas-là, la question qui se pose est la question, je dirais, de la langue identitaire du répertoire. On peut avoir un répertoire dans lequel une langue fonctionnelle est la langue du pays d'accueil, mais la langue identitaire demeure la langue d'origine. Là où les langues d'origine, évidemment. Donc on a un répertoire qui est plus intégré, dans la mesure où il est orienté de manière plus efficace, mais où on a bien un pôle qui est une langue qui est réputée identitaire et une langue qui ne l'est pas. Ce qu'on peut appeler l'intégration linguistique est une situation du répertoire dans laquelle on a des ressources pour communiquer efficacement et où on a deux langues identitaires. On appellera intégration linguistique la capacité à gérer la plupart des situations de communication ordinaires et professionnelles et le fait
de s'identifier simultanément à deux langues. Comme on a la double nationalité dans un certain nombre de cas. Et que donc, je parlerai, en ce qui me concerne, puisque je prends la responsabilité de cette définition, on dira qu'un répertoire est intégré quand la nouvelle langue du pays d'accueil, dans le cas des migrants, reçoit elle-même un statut co-identitaire sans qu'il y ait de tiraillement, déchirement ou sentiment d'abandon. On peut être pluriel en restant un. Et donc vous voyez que la question de la formation linguistique des migrants, c'est de donner les moyens à ces personnes de faire bouger leur répertoire, non seulement en termes d'efficacité, mais aussi en termes de rapport entre les langues qui sont en train de constituer leur répertoire. Et en sachant que toute forme de réorganisation des répertoires est légitime, quelle qu'elle soit, parce que c'est le choix des adultes de continuer à avoir des fossilisations, de continuer à avoir des accents, de continuer à mal parler ou de refuser d'apprendre la langue étrangère. C'est leur droit. Cette question des droits est une question évidemment fondamentale pour une organisation comme le Conseil de l'Europe, qui définit pour ses États membres une politique linguistique appropriée pour les migrants comme une politique qui d'abord respecte les droits fondamentaux, c'est-à-dire les droits de l'homme en particulier et la cohésion sociale. La cohésion sociale est d'une certaine manière à mettre en relation avec l'intégration réussie du répertoire. La connaissance de la langue ne garantit aucunement l'intégration. Aucunement. Il est impossible de juger directement de l'intégration d'un citoyen dans un espace linguistique par son niveau de langue. Comme il m'arrive de dire, les prisons françaises sont pleines d'excellents francophones. Et je pense que ça doit nous faire méditer sur la relation entre la compétence linguistique et le respect des lois. Alors évidemment, une politique linguistique appropriée doit répondre aux caractéristiques de toute formation linguistique. Elle n'est pas propre aux migrants. Toute formation linguistique qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas dans le cadre scolaire, par exemple, doit répondre à un certain nombre de critères de qualité. Ce qui importe, c'est que les formations pour les adultes migrants soient des formations de qualité. Et la qualité peut être définie. La qualité, c'est, premièrement, caractériser la diversité des groupes de migrants. Un migrant, ça ne veut rien dire du point de vue linguistique. On a des ingénieurs informatiques indiens et on a des locuteurs qui viennent de campagnes déshéritées qui n'ont pas été scolarisés. Donc la première conséquence est qu'il ne peut pas y avoir un programme pour tous, qu'il ne peut pas y avoir un examen pour tous, qu'il ne peut pas y avoir une méthode pour tous, qu'il y a autant de diversité chez les migrants qu'il y en a chez les autres apprenants, et que la tâche principale est bien celle d'adapter sur mesure les formations et les exigences à chacun des groupes d'apprenants qui sont concernés. Le deuxième sont les objectifs, les besoins langagiers. Les besoins langagiers doivent être analysés avec les personnes migrantes et pas en dehors d'eux. On sait que l'analyse des besoins est une démarche complexe, dans la mesure où on peut se représenter des besoins,
les migrants eux-mêmes peuvent se représenter des besoins et sans qu'on puisse arriver à essayer de définir les besoins les plus immédiats et à long terme. Peut-être qu'un des besoins des migrants prioritaires, c'est d'apprendre à écouter la télévision. Parce que ça leur permet de s'exposer de manière efficace à la langue, et que donc, peut-être que la priorité n'est pas d'apprendre à aller au supermarché. Par ailleurs, dans les supermarchés, on n'a en général pas beaucoup besoin de parler. Et donc, c'est peut-être pas par ce genre de besoin qu'il faut commencer. Et il faut établir donc ensuite, évidemment, des programmes, en partant d'analyses de besoins réels, en se servant du cadre, puisqu'il faut se servir du cadre. Mais franchement, le cadre ne sert pas à grand-chose pour les migrants, en général, sauf à définir des tests qui permettent effectivement d'exclure les migrants de la citoyenneté. C'est le rôle principal qu'on a attribué au cadre jusqu'à présent. Et d'ailleurs, la France vient de faire un pas en avant dans cette direction. L'élément le plus important, c'est plutôt que le cadre, qui est utile, bien entendu, qui est un instrument d'ingénierie de formation, qui a un rôle et une utilité, bien entendu, ce sont les instruments qu'on appelle les descriptions des niveaux de référence du cadre par langue, qui ont été fabriqués pour l'allemand, Profil Deutsch, pour l'anglais, pour l'italien, pour le portugais, pour le français, pour d'autres langues, dans lesquelles on trouve, disons, le matériel linguistique qui correspond à un niveau du cadre. Si le niveau 1 pour le français est défini par des descripteurs, on a créé des inventaires de formes qui devraient correspondre aux descripteurs du cadre. Donc on peut aussi se servir de ces instruments. On a aussi évidemment à gérer un problème fondamental, un problème de méthodologie, qui est que nous avons, nous les spécialistes, une certaine idée de ce que sont les méthodologies efficaces, enfin réputées efficaces, pour l'enseignement-apprentissage des langues. Nous sommes pour les méthodes actives, nous sommes pour les méthodes soi-disant actionnelles, nous sommes pour les méthodes interactives, et tout ce que nous avons appris depuis une cinquantaine d'années. L'ennui, c'est que nos apprenants n'ont pas peut-être le même avis. C'est que la représentation sociale de certains apprenants peut valoriser des comportements d'apprentissage qui sont tout à fait différents. Ils peuvent valoriser des apprentissages répétitifs, des apprentissages mémoriels, des apprentissages grammaticaux, des apprentissages par accumulation de vocabulaire. Et toute la question est de trouver l'équilibre entre ce que nous souhaitons pour eux et ce qu'ils souhaitent pour eux-mêmes. Étant entendu qu'il est toujours très difficile de mesurer l'impact d'une méthodologie sur les apprentissages. Et donc, la question des méthodologies n'est pas la question simplement d'appliquer des stratégies éprouvées et éventuellement validées à ce public, mais bien de continuer à négocier avec eux les modalités d'enseignement-apprentissage, parce que de la négociation entre les modalités d'enseignement dépendront les apprentissages. Donc, la question n'est évidemment pas du tout d'ordre technique, et elle est toujours dans la relation entre un public qui a des attentes et des craintes et une institution qui a des missions. On sait, et là je citerai pour conclure une enquête qui a été menée par le Conseil de l'Europe sur les politiques des États membres en ce qui concerne les attentes pour
pour les adultes migrants, pour l'accès en particulier à la citoyenneté. Cette enquête dit que l'accent est de plus en plus mis dans beaucoup de pays du Conseil de l'Europe sur ce qu'on attend des migrants, que ce sur quoi la société d'accueil essaye d'agir sur elle-même. La compétence interculturelle va nécessairement dans les deux sens. Il ne s'agit pas simplement d'habituer les nouveaux arrivants aux habitudes de ceux qui sont sur place, mais il s'agit aussi peut-être d'habituer ceux qui sont sur place à ceux qui viennent d'arriver. Parce que de toute façon, nous sommes tous des migrants, si j'ai bonne mémoire, et que donc il est toujours indispensable de faire en sorte que, par ailleurs, les langues servent à communiquer et non pas à exclure. Vous savez comme moi que, et on le verra peut-être tout à l'heure, on se sert souvent des compétences en langue pour exclure les nouveaux venus. Et que donc la question est comment construire des formations qui soient des formations inclusives et qui ne soient pas des formations qui, au bout du compte, sont destinées à limiter la nouvelle arrivée de ces personnes dont nous avons en Europe tous besoin, collectivement, parce que d'ici à 2050, il faut 220 millions de personnes en plus en Europe si nous voulons continuer à fonctionner. J'espère que vous n'en arriverez pas là, mais en tout cas je vous le souhaite, parce que c'est une bonne épreuve pour redéfinir sa propre identité. Je vous remercie.